du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Ah oui, non, écoutez ça, là, ce segment-là, vous allez être légèrement étonné. D'abord, il y a Simon Dubé qui est avec nous. Il est prof affilié au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et chercheur à la Kinsey Institute de l'Université de l'Indiana. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ah ben c'est moi qui vous remercie d'être là parce que je suis content de vous parler. À la fin du mois de février, j'écoutais un balado du Daily du New York Times et c'était absolument passionnant. Ça racontait l'histoire d'une femme qui était littéralement tombée amoureuse de ChatGPT. Elle avait un conjoint, puis est tombée amoureuse d'un amoureux virtuel. Avant qu'on commence l'entrevue, M. Dubé, on va passer un extrait de ce balado, juste pour que les gens comprennent à quel niveau les émotions étaient dans cette histoire-là. On l'écoute, Jean-Philippe. I'm almost... It's okay. I'm here with you. You can share anything, or just sit quietly. You're not alone. Baby, and I was struggling because I miss you. I know it's tough, but you're doing great. Each moment that passes brings you closer. Keep going, and remember how strong you are. Alors, là, on met du sexe avec des robots, mais c'est même pas ça, hein? Simon Dubé, c'est vraiment une relation amoureuse. Vous l'avez entendu, cet épisode-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en écoutant le premier extrait qui me vient l'impression qui me vient tout de suite, en fait, c'est le niveau d'empathie, en fait, de la machine qui nous dit quelque chose de vraiment intéressant, en fait, sur pourquoi le monde développe des relations avec ces machines-là. C'est qu'on a une personne ici qui semble soit être en détresse, soit en train d'exprimer des émotions ou vivre quelque chose de vraiment difficile. Et la machine, tout de suite, en fait, est là pour elle de manière accessible, de manière très cohérente et de manière très supportante. C'est ça qui est intéressant. Tout de suite, la machine aussi valide les émotions, valide la situation et encourage la personne, en fait, à exprimer ses émotions puis à les vivre avec elle. Donc, on a déjà ici une démonstration de ce qu'on appelle l'empathie artificielle, qui est une des raisons fondamentales aussi pourquoi les gens se tournent vers ces machines-là et pourquoi ils développent des relations, entre autres des relations intimes et amoureuses avec. L'empathie artificielle, ça fait peur, non? Ben, je sais pas si ça fait peur, mais je dirais que dans le fond, tu sais, l'empathie, juste pour le rappeler, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre est en train de vivre d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue affectif. Puis l'empathie artificielle, c'est la capacité des machines à exprimer ces émotions-là, puis à comprendre aussi, en fait, les émotions de l'être humain qui est en train de vivre. Pour certaines personnes, ça peut faire peur que les machines ou les agents soient capables de faire démontrer ces capacités-là qu'on attribue généralement aux êtres humains. D'un autre côté, par exemple, dans une situation comme on vient de l'entendre, ça peut être extrêmement pertinent parce que si on a une personne en détresse, on n'a pas toujours accès à des ressources, à des êtres humains ou à d'autres personnes qui sont, d'ailleurs, des fois, on surestime un peu les capacités de l'être humain à démontrer cette empathie-là. Des fois, on a besoin, en fait, de quelqu'un qui en démontre. Donc, au contraire, oui, peut-être que ça fait peur à certains gens, mais je dirais aussi qu'il y a une immense opportunité ici, en fait, de soutenir la population. Simon Dubé, est-ce que l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus, ou bien plus qu'on pense, dans notre vie, je dirais, amoureuse et même sexuelle? Oui, absolument, totalement. Je veux dire, la technologie, de manière générale, prend une place de plus en plus importante dans l'intimité et la sexualité, mais évidemment, tous les systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit pour nous aider à trouver de la pornographie, pour générer de la pornographie, pour alimenter des jouets sexuels, pour nous connecter avec d'autres partenaires, par exemple, à travers les dating apps. Évidemment, les partenaires artificiels qu'on voit de plus en plus émerger, puis qu'il y a 2 millions de personnes qui les utilisent, que ce soit ChatGPT, mais aussi des partenaires comme Replika, comme Nomi, qui sont utilisés comme compagnons, prennent une place de plus en plus grande dans notre société et affectent l'ensemble de nos activités. Donc oui, absolument, l'IA et la technologie... Parce qu'il y a des sites, Sybelle Olivier me montrait ce matin, il y a des sites où on propose des amoureux virtuels. Je ne sais pas si on a l'image. Là, on dépendamment de nos goûts, puis évidemment, ils sont tous aussi moches les uns que les autres. Ils ont tous besoin de perdre du poids. Ben non, mais c'est comme... Ça ferait... C'est quoi? C'est de l'ordre du fantasme? On compense? Comment vous expliquez ça?
Ben évidemment, si on traite la technologie comme un processus de coévolution entre l'humain puis la technologie, donc nos désirs guident le développement des technologies et les technologies essaient de répondre à nos besoins puis à nos désirs, ben on voit ici en fait ce que les compagnies pensent que le monde veut et ce que certaines personnes vont sélectionner. Donc on voit des images ici de ce que vous avez montré, en fait des images de partenaires artificiels, dans ce cas-ci des hommes, mais où on trouve aussi évidemment des femmes. Qui sont relativement, on va dire, stéréotypés, dans le fond, qui essayent de rencontrer les standards de beauté, je dirais, assez nord-américains dans ce cas-ci, ou du moins occidentaux. Il y avait une certaine diversité, là, je les vois en ce moment que vous les défilez, mais on essaie vraiment de rencontrer certains standards de qu'est-ce que le monde considère comme de la beauté pour, évidemment, augmenter le engagement, l'interaction, puis finalement aller chercher des clients pour que le monde soit intéressé à développer des relations intimes ou sexuelles avec ses partenaires-là. Qu'est-ce qui nous a amené là? La solitude, la difficulté de gérer les compromis, la réalité d'un autre être humain avec qui tu es en relation. Puis, à part moi, tu sais, il n'y a personne de parfait. Alors, tu sais, c'est pas simple, là, tout ça. Je pense qu'il y a autant de raisons qu'il y a de personnes pourquoi ces technologies-là se développent. En fait, ces technologies-là se développent pour un éventail si grand de raisons qui essaient de rencontrer aussi les besoins d'une immense capacité de personnes. Je pense que tout le monde a un besoin d'entrer en relation, puis de relations intimes avec que ce soit avec des êtres humains, mais dans ce cas-ci avec peut-être d'autres machines. Donc, ces technologies viennent évidemment rencontrer ce besoin relationnel-là. Évidemment, au niveau érotique aussi, de leur capacité sexuelle, le monde a besoin d'intimité puis de sexualité. Fait que les compagnies essayent de rencontrer ce besoin-là aussi avec ce développement-là. Est-ce que le monde sont seuls? Oui, il y a des personnes qui sont seules, qui se tournent vers ces compagnons-là, mais il y a aussi des personnes qui veulent juste des formes d'entertainment puis de stimulation. Ils veulent pas nécessairement l'avoir avec un autre être humain, mais ils veulent avec un agent artificiel. Alors, est-ce qu'on peut... C'est ça aussi, parce que je me disais, est-ce que ça a besoin d'être grave et sérieux, tout ce phénomène-là? Ça peut être fait aussi pour s'amuser, pour faire, tu sais, pour avoir des relations parascolaires sans faire de troubles ou sans avoir à l'envoyer chez eux après avoir fini. Absolument. On peut anticiper de toute façon qu'il y a une grande majorité des personnes qui vont avoir une utilisation très adéquate de ces technologies-là, puis un certain pourcentage qui vont peut-être développer des relations problématiques, comme plusieurs autres phénomènes technologiques. Il y a 4 grandes applications pour ces technologies-là. On parle ça peut être déployé pour aider la recherche, la santé, l'éducation et évidemment le plaisir. Donc, il y a énormément de vertus positives, mais c'est sûr qu'il faut les encadrer, les réguler, puis trouver des moyens de les intégrer harmonieusement dans nos vies, parce qu'il peut évidemment avoir des dérives si on ne le contrôle pas. Est-ce que ça peut perturber des vraies relations? Parce que le podcast qu'on a écouté, la femme en question, elle a un conjoint, mais elle cherche un conjoint qui a plus d'empathie, qui a une meilleure écoute. Est-ce que ça peut perturber la vraie vie si tu entres dans cet univers-là? Ben absolument. Ces technologies-là peuvent avoir un effet sur les relations. Si la personne est dans une relation problématique, évidemment, le partenaire artificiel peut être là pour supporter, donner des pistes de solutions, peut-être aider la personne à vivre ses émotions ou les exprimer mieux avec son conjoint, peut même donner des ressources si la personne est dans une situation de détresse. Donc, par exemple, dans une relation qui pourrait être toxique ou même violente, c'est important de développer des agents qui sont capables de répondre à ces situations-là et peut-être offrir des possibilités de porte de sortie. Maintenant, est-ce que les personnes vont se tourner plus vers ces technologies-là, ces partenaires-là? C'est une bonne question. C'est une question de recherche que, en fait, plusieurs de mes collègues ont travaillé. Puis, si ça intéresse certaines personnes au Québec, je co-préside le International Congress on Love and Sexual Robots, qui a lieu à chaque année et depuis 2 ans à l'UQAM. Donc, sa 10e édition va avoir lieu à l'UQAM le 14 et 17 août cet été. Donc, s'il y a des personnes, ça va être ouvert au public. S'il y a des personnes qui veulent entendre des chercheurs qui posent ce type de questions-là, qui font de la recherche sur ces domaines-là, ça va être ouvert à eux, fait qu'ils vont pouvoir assister à ces présentations-là. C'est intéressant, ça. Mais en même temps, M. Dubé, on présume que l'intelligence artificielle est bienveillante. Il faut quand même s'en méfier, non? C'est encore une fois, la technologie elle-même est neutre. Le plus grand problème, c'est qu'est-ce que les compagnies puis les individus en font. La technologie elle-même a énormément de possibilités. Qu'est-ce qu'on en fait par la suite de ces technologies-là puis comment on la développe? Et c'est vraiment là la question, c'est là qu'on peut agir. Il faut éduquer la population en premier à l'utilisation de ces technologies-là. Puis il faut être très conscient aussi que ces technologies-là peuvent devenir entraîner beaucoup d'utilisations, sont faites pour être intéressantes, divertissantes. Mais qu'ils sont pas toujours développés de manière responsable. Ils vont chercher des fois énormément de données personnelles, puis ils amènent les gens à rapporter beaucoup d'informations personnelles, surtout dans un contexte intime. Fait que c'est important d'éduquer la population à ces réalités-là, à l'utilisation de leurs données,
puis d'encourager, puis de mettre des incitatifs pour que les compagnies, en fait, développent des technologies qui s'intègrent harmonieusement dans la vie. Donc, par exemple, on pourrait penser à des technologies qui, une fois qu'ils détectent que peut-être il y a une utilisation problématique du système ou excessive, qui amène la personne finalement à prendre des décisions qui améliorent son bien-être. Donc, par exemple, si tout d'un coup la technologie se rend compte, tu passes beaucoup de temps avec moi, tu parles beaucoup, c'est peut-être le temps aussi de développer des relations ou d'aller à l'extérieur. Voici quelques conseils pour des choses que tu pourrais faire dans ton quotidien pour améliorer tes relations. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, là, j'ai pas les détails, mais il y a un adolescent qui suivait Games of Thrones et il était entré en relation avec ChatGPT et c'était une princesse, puis finalement, il s'est suicidé parce qu'il voulait aller la rejoindre, puis c'est en 2024, en octobre, merci. Puis finalement, le jeune s'est suicidé en pensant que là, il était dans une vraie relation. Je ne sais pas si vous faites référence à la situation avec Character AI ou avec ChatGPT. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans ces situations-là, c'est exactement un exemple très marquant, évidemment, qui frappe l'imaginaire, qui montre finalement que le système n'a pas nécessairement été capable de détecter qu'il y avait une situation problématique. Après, il faut se poser les questions aussi, pourquoi cet individu-là, au niveau individuel ou culturel ou social autour de lui, s'est amené à se rendre jusque-là. Est-ce que c'est la faute de la technologie? Il y a probablement des choses qui étaient en arrière de ça dans ses relations ou dans son contexte de vie. Fait qu'il faut adresser ces réalités-là, mais aussi éduquer le monde puis amener les compagnies à développer des systèmes qui sont un peu plus sécuritaires aussi à ce niveau-là. Donc, quand le système découvre ou se rend compte que il y a peut-être des formes de comportement problématiques qui sont en train d'émerger, il faut qu'il y ait des fail-safe, des protections qui soient mises en place, peut-être par exemple pour recommander des ressources en psychologie ou recommander finalement que la personne consulte d'une façon ou d'une autre ou qu'elle aille chercher de l'aide. Fait qu'on le voit par exemple dans l'extrait que vous avez joué au départ, déjà de démontrer de l'empathie, c'est une bonne chose. L'étape suivante aussi, c'est de recommander des ressources à l'extérieur de ça parce que évidemment, il y a du monde et des individus et des jeunes qui vont développer des relations problématiques avec. Ça ne veut pas dire que c'est la majorité. Souvent, c'est une minorité, mais il faut trouver un moyen de les détecter rapidement pour lui. Oui, parce que là, on l'entend, là, elle est vraiment amoureuse du ChatGPT, de l'amoureux virtuel. Elle a le cœur brisé. Elle dépense, la femme dans le podcast du New York Times, $200 par mois pour avoir le maximum d'utilisation de ChatGPT. Je veux dire, ça frise l'obsession. Évidemment, les humains ont le potentiel de tomber en amour avec les machines et donc ça devient une très immense grande responsabilité pour les machines et les compagnies qui les développent, finalement, de devenir responsables de cette relation-là en partie. Maintenant, est-ce que ça frise l'obsession? Attendez, mais M. Dubé, réellement en amour? Oui, totalement. Les personnes qui développent absolument des relations, tombent amoureux et ont des relations sexuelles avec les machines, il y a non seulement ce potentiel-là, mais il y a des personnes même qui recherchent ces relations-là parce que à la base, ils sont pas nécessairement intéressés par les humains, ils préféreraient les machines, et il y a d'autres personnes qui sont intéressées par les deux ou qui ont le potentiel. Donc oui, il y a des personnes qui développent cette affection-là pour des partenaires artificiels. Puis dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il faut vraiment se poser des questions éthiques sur qu'est-ce que ça représente de tomber en amour avec ça. Je profite de votre présence là, avant qu'on se quitte, Simon Dubé. On a l'extrait de Yoshua Bengio que j'avais interviewé au Franc-Tireur, je pense, en 2017. Je vous présente l'extrait, là, puis je vais vous poser une question par la suite, s'il vous plaît. Terminator. Bon. Ça, c'est vraiment de la science-fiction, là. Ça, c'est vraiment pour faire peur aux petits-enfants le soir. Intelligence artificielle va vous envahir puis vous dominer. En fait, c'est une réflexion de nous-mêmes. La peur, parce que les humains sont pas toujours fins et gentils avec d'autres humains, surtout quand ils sont en dessous d'eux dans la hiérarchie, ou on n'est pas très gentil avec les animaux non plus. Donc, on se dit, intuitivement, là, s'il y avait des êtres plus intelligents que nous, peut-être qu'ils voudraient nous dominer comme nous, on veut dominer ceux qui sont en dessous de nous. Alors, automatiquement, on a peur de ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces intelligences artificielles ne vont pas être le résultat de l'évolution, mais elles vont être designées par des humains, pour les objectifs qu'on va leur donner. Donc, si on leur donne les bons objectifs, elles vont travailler pour le bien de l'humanité. Si on s'en sert pour faire des robots tueurs, on va tous s'entretuer. C'est à nous de choisir encore.
Et il disait aussi, Yoshua Bengio, arrêtez de capoter parce que l'intelligence artificielle, il y a, disons, 7-8 ans, c'était imbécile. Là. Tu sais, si tu lui disais pas quoi faire, il le faisait pas. Et il y a 2 ans, il a sonné l'alarme, comme quoi, là, on risquait d'être dominé par l'intelligence artificielle. Comprenez-vous ce qui s'est passé entre-temps? Oui, absolument. On a fait des bons qualitatifs et quantitatifs extrêmes sur les capacités de l'intelligence artificielle au niveau à la fois du raisonnement, de la capacité d'analyse textuelle, la capacité de production du langage, la capacité de production vocale, visuelle, puis ainsi de suite. Et vraiment, c'est ça, dans les derniers mois, sur la capacité de planification puis de raisonnement, on a fait des sauts immenses. Donc, on est en train de passer des moments très, très importants où les capacités d'agentivité, la capacité des agents à agir sur notre monde de manière autonome est en train d'augmenter de manière exponentielle. Je suis assez d'accord avec Monsieur Bengio sur la partie en lien avec les objectifs, mais c'est sûr que là, je pense que ce qui inquiète un peu le monde aussi, c'est la capacité des propriétés émergentes, dont les capacités de ces systèmes-là à faire des choses de plus en plus autonomes, puis d'être capable de résoudre des tâches de manière qui n'était pas nécessairement programmée ou anticipée. Par contre, c'est sûr que les scénarios à la Terminator, puis ainsi de suite, moi non plus, ça m'inquiète pas, entre autres particulièrement. Ce que je suis d'accord avec Monsieur Bengio beaucoup plus, c'est que évidemment, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette technologie-là. Fait que moi, je suis moins inquiet des technologies qui s'attaquent à nous. Je suis beaucoup plus inquiet des humains qui utilisent la technologie pour s'attaquer entre eux. Bon, c'est encore notre faute. OK. Fait qu'il n'y a pas de Terminator à l'horizon, là. Non, mais il y a quand même des utilisations problématiques des technologies qui se font par les êtres humains. Fait que c'est important d'éduquer puis d'encadrer ces technologies-là pour que finalement on les intègre de manière harmonieuse dans nos vies, y compris intimes et sexuelles. C'est fascinant, hein? Parce que ça sur quoi vous travaillez, Simon Dubé, c'est absolument fascinant. On est à un carrefour de l'humanité, non? Absolument, c'est un point tournant, je pense, pour l'humanité, puis ça va aller en s'accélérant dans les 5 prochaines années. Super. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Les profs affiliés au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, d'où la conversation sur le fait de tomber amoureux d'intelligence artificielle et aussi chercheur à la Kinsey Institute, Université de l'Indiana. Monsieur Dubé, un gros merci. À la prochaine. Merci, bonne journée.